Bon, ce que je propose qu'on commence à devoir parce que. Allez. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire sur le sujet, justement, ce qu'il faut savoir pour employer les intermittents du spectacle. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions dans le chat. Il y aura également des sondages et on prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet du webinaire, vous donner quelques éléments sur Moving Motion. Hop, excusez-moi. Donc nous, Moving Motion, on accompagne un peu plus de 3000 employeurs sur la partie gestion sociale, gestion de la paye. Donc on vous a mis quelques noms. Globalement, nous, c'est tout ce qui va être spectacle vivant et production audiovisuelle au sens large, autour d'un service en 3 grands points: un espace salarié dédié aux intermittents, pour signer leurs documents notamment, un espace social partie production, en fait, qui est dédié pour les équipes de production, pour qu'ils puissent gagner du temps et se concentrer sur des tâches avec un petit peu plus de valeur ajoutée, et une partie gestionnaire de paye. Tous nos clients, comme certains sont présents aujourd'hui, ont un gestionnaire dédié qui s'occupe de l'édition de tous leurs documents de paye et bulletins. Et bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer dans le vif du sujet. Pascal, je te donne la main. Hop, sur le sujet du jour. Merci Hugo. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire où nous allons parler, comme c'est indiqué à l'écran, des conditions pour pouvoir embaucher des intermittents du spectacle. On va avoir un sujet très didactique. On va poser le plan en 6 parties. Vous les avez à l'écran. On va commencer par le début. On va se mettre d'accord sur ce qu'est un intermittent du spectacle. Première partie. Deuxième partie, qui peut embaucher un intermittent du spectacle? Donc, a priori, vous, mais vous nous direz si c'est le cas. Et une fois que ces 2 préambules sont posés, on va rentrer dans le détail avec le contrat, la rémunération, les cotisations sociales et quelques particularités en paie. Et comme le disait Hugo, à l'issue de notre petite demi-heure que l'on va passer ensemble, on pourra prendre à la volée quelques questions que vous aurez pu poser et nous tâcherons évidemment d'y répondre. Voilà le programme dans la petite demi-heure. On commence tout de suite avec le commencement. Qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle, étant donné que c'est le sujet qui nous réunit? C'est très simple. Un intermittent du spectacle, si l'on détaille un peu, si on est en mode détail du sujet, c'est un salarié. Un intermittent du spectacle, c'est quelqu'un qui va être salarié, c'est donc son statut. Ce n'est pas un indépendant, il n'est pas rémunéré en tant qu'auteur, il n'est pas fonctionnaire, il est salarié. Deuxième point, il va être recruté sur un poste très précis, qui est un poste d'artiste du spectacle, musicien, comédien, danseur, metteur en scène par exemple, ou un poste de technicien du spectacle. Les emplois de technicien du spectacle sont listés dans les conventions collectives, mais aussi dans un document de France Travail Service, parce que, vous le savez évidemment, il y a un régime d'assurance chômage spécifique pour les intermittents du spectacle. Voilà pour l'emploi. Ensuite, dès lors que l'on parle d'un travailleur salarié, il y a la question du contrat. Le contrat de travail des intermittents du spectacle est un contrat de travail à durée déterminée dit d'usage. Alors, tout de suite, on explique le mot usage. Cela vient d'un article du Code du travail qui met en avant le fait que le CDD systématique est possible pour les emplois pour lesquels, écoutez bien, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison du caractère temporaire de l'emploi. Donc voilà la raison pour laquelle c'est bien ce type de CDD, le CDDU, qui est utilisé pour les intermittents du spectacle. Donc ça, c'était la troisième partie. Quel est le contrat qui est utilisé pour les intermittents? C'est le CDDU. Et dernière partie, les 3 grandes particularités des intermittents du spectacle, c'est évidemment, l'existence d'un régime d'assurance chômage particulier. Vous savez, depuis les années 60, les annexes 8 et 10, annexes à la Convention générale de l'UNEDIC, fixent les conditions particulières d'ouverture des droits et les conditions particulières de calcul des allocations chômage. Ça, c'est la spécificité. Il y en a 2 autres particulières.
l'existence d'une caisse de congés payés qui s'appelle la caisse des congés spectacles, qui est donc dédiée pour les artistes et les techniciens intermittents. Et enfin, troisième point, un suivi de la santé au travail particulier qui est fait via une institution qui s'appelle Tali Santé, qui est le service de prévention et de santé spécifique pour les artistes et les techniciens intermittents. Voilà sur notre première partie, qu'est-ce que c'est qu'un intermittent du spectacle? Donc un salarié embauché en tant qu'artiste ou en tant que technicien et recruté avec un CDDU, évidemment, pour une activité de spectacle vivant ou de spectacle enregistré. Deuxième partie, on va de l'autre côté du miroir. Qui peut embaucher un intermittent du spectacle? Il y a deux types d'employeurs. Vous les avez à l'écran. Première catégorie d'employeurs, c'est sans doute la majorité d'entre vous qui nous suivent en ce moment, les employeurs qu'on peut appeler professionnels, c'est-à-dire les employeurs qui relèvent de l'une des 10 conventions collectives que vous avez à l'écran. Et de l'autre côté, on a les employeurs, pour le coup, non professionnels, les employeurs occasionnels, qui peuvent être les particuliers employeurs ou encore les entreprises, évidemment, qui ne relèvent pas de l'une des conventions collectives qui sont sur la gauche de votre écran. Pour ce type d'employeur, il y a un organisme qui s'appelle le GUSO, Guichet unique pour le spectacle occasionnel, qui va s'occuper de toutes les modalités déclaratives pour les artistes ou les techniciens qui seraient embauchés par donc ces employeurs occasionnels, mais uniquement dans le cadre de l'organisation d'un spectacle vivant. Revenons un petit peu sur les professionnels. Vous avez à l'écran, alors on a mis un petit code couleur, vous avez à l'écran les différentes conventions collectives, que ce soit du spectacle vivant ou du spectacle dit enregistré. Donc en jaune, on a les entreprises du spectacle vivant avec la convention collective entreprises artistiques et culturelles, la convention collective du spectacle vivant privé et aussi la convention collective des espaces de loisirs. En bleu clair, les secteurs de la radio et de la télé. Et en violet, on a les trois familles, production cinéma, production de films d'animation et production audiovisuelle. En vert, la convention collective qui rassemble les entreprises qui sont prestataires pour le compte des entreprises du spectacle vivant ou du spectacle enregistré. Et enfin, la convention collective de l'édition, au sein de laquelle nous avons les labels et les maisons de disques. Voilà, sur déjà qui sont les employeurs. Restons 2 minutes sur cette partie-là, avec les points particuliers pour les employeurs professionnels. On va laisser de côté les employeurs qui utilisent le GUSO, c'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui. 4 points particuliers, 4 démarches particulières, préalables, pour les employeurs professionnels dès lors qu'ils souhaitent embaucher un intermittent du spectacle. Premier point, alors c'est sous-entendu par rapport à ce qu'on vient de dire, ces employeurs, ces entreprises relèvent de l'un des secteurs d'activité que l'on vient de voir, spectacle vivant ou spectacle enregistré. Ça veut dire qu'ils appliquent bien l'une des 10 conventions collectives que l'on a vues et que normalement l'INSEE leur a donné un code NAF qui est en phase avec cette activité, qui du spectacle vivant, qui du spectacle enregistré. Bon, ça c'est le préalable. Ensuite, il faut que l'entreprise soit immatriculée à France Travail Service. Eh bien oui, rappelez-vous, il y a un régime d'assurance chômage particulier et donc de ce fait, il y a des cotisations particulières et donc qui sont versées à France Travail Service. C'est une gestion particulière. Il y a aussi une autre particularité, je crois qu'on la revoit un petit peu à la fin, qui est la nécessité, à chaque fois qu'un employeur a une nouvelle production, de demander un numéro d'objet sur le site internet de France Travail Service, enfin, sur l'espace particulier de l'entreprise. Troisième point, immatriculation à audience pour la retraite complémentaire, la prévoyance et les congés spectacles, avec une petite particularité, les entreprises qui se créent aujourd'hui et qui ont une activité dans l'industrie phonographique, maison de disques ou label,
eh bien, pour elle, ce n'est pas Audience qui va gérer la retraite complémentaire, c'est un autre organisme, une autre institution de retraite complémentaire qui s'appelle Malakoff Humanis. Cependant, pour la prévoyance des intermittents et les congés spectacles, c'est bien Audience qui s'occupe de gérer le recouvrement des cotisations et de verser les prestations. Dernier point, on l'évoquait tout à l'heure, la nécessité que vous avez, vous, en tant qu'employeur professionnel, de vérifier la visite d'information et de prévention, la VIP, pour chaque salarié intermittent que vous embauchez, le fait qu'il a passé sa visite médicale auprès de Thalys Santé et que cette visite est toujours en vigueur. Voilà, sur les 4 points particuliers. On avance un petit peu. Oui. Juste petit aparté, bien entendu, à la fin du webinaire, vous aurez le replay ainsi que le support visuel pour le revoir après. Hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Tout à fait. Donc, premier point, on a vu ce qu'était un intermittent du spectacle. Deuxième point, on vient de voir les employeurs professionnels d'un côté et les autres qui utilisent le GUSO. Troisième point, zoom sur le contrat de travail utilisé pour les intermittents. On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué le CDDU. Rentrons un petit peu dans le détail pour comprendre comment, ou peut-être c'est un rappel, hein, sans doute pour beaucoup d'entre vous, pour comprendre comment c'est structuré cette histoire de contrat de travail. C'est assez simple. Par défaut, quand on embauche un salarié, on l'embauche en CDI, c'est la règle de droit commun. Bien. Si l'on embauche quelqu'un en CDD, cela signifie qu'on déroge à la règle, qui est donc l'embauche en CDI. Et pour pouvoir déroger à la règle, eh bien, il faut être dans une situation prévue par la loi. Il faut qu'il y ait un cas de recours prévu par la loi. Vous avez à l'écran les 3 principaux cas de recours au CDD. 1, une situation où vous avez besoin de remplacer un salarié momentanément absent. Ben oui, on a le droit d'embaucher en CDD quelqu'un dans ce cas-là. Deuxième situation, vous faites face à un accroissement temporaire d'activité, quelque chose qui n'était pas prévu. Pour cette raison-là, on a le droit évidemment d'embaucher quelqu'un en CDD. Et le dernier point, il y a une dizaine de cas de recours, mais on a mis à l'écran les 3 principaux. Le troisième, c'est le cas de figure où l'on embauche quelqu'un qui va tenir un emploi dit temporaire par nature. Eh bien, c'est là où l'on va retrouver le fameux CDD d'usage. On a mis à l'écran un extrait de l'article du Code du travail, le L1242-2, troisième alinéa. Ça, c'est pour les aficionados. Hein. Le texte nous dit que le CDDU, il est utilisé, il est possible pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de l'emploi. C'est le cas de figure des artistes et des techniciens dans les secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Et puis, en bas de l'écran, on vous a mis les trois conditions. En fait, on a décortiqué le texte, et donc il y a 3 conditions pour qu'un employeur ait le droit de recourir à ce fameux CDDU. Première condition, son secteur d'activité. Et donc, si vous avez une activité dans le spectacle vivant ou dans le spectacle enregistré, vous avez le droit de recourir au CDDU, premier point. Deuxième point, est-ce que l'emploi du salarié que vous recrutez, est-ce que pour cet emploi, il y a un usage constant de ne pas recourir au CDI? Alors, la réponse est oui pour les emplois d'artistes et de techniciens dans le spectacle. Et enfin, si jamais il y avait une petite tension avec le salarié, si jamais il revendiquait une requalification de ses CDDU en CDI, le juge poserait la question suivante à l'employeur, à vous. Est-ce que vous êtes capable de démontrer le caractère temporaire de l'emploi au regard des différents CDD d'usage par lesquels vous avez embauché ce salarié? Eh bien là, ce sera à vous d'être capable d'expliquer, de démontrer le fait qu'il y avait bien une production avec une durée déterminée et que pour cette production, vous avez eu recours nécessairement à tel artiste, tel technicien sur telle ou telle fonction. Voilà le petit zoom sur le contrat de travail. Logiquement, on avance. Une fois qu'on s'est mis bien d'accord sur le contrat de travail, eh bien, un des points clés dans le contrat de travail, c'est la question de la rémunération. La rémunération, c'est très simple, hein, c'est les règles de droit commun. Le plancher,
On ne peut pas payer quelqu'un en dessous du SMIC. Bon, ça c'est fait. Deuxième point, dans chaque secteur d'activité, il y a évidemment une convention collective et dans chaque convention collective, vous le savez, il y a des minima de salaire pour chaque emploi, minima de salaire qui sont régulièrement renégociés par les partenaires sociaux. Donc attention toujours à aller voir le dernier accord salaire en date pour vérifier les minima. Et bien sûr, au-dessus de tout ça, eh bien, il y a ce qui est marqué dans le contrat de travail, donc le minimum contractuel, le salaire qui a été négocié, qui bien sûr ne peut pas être inférieur au minimum conventionnel pour l'emploi occupé, évidemment. Et le cachet, du coup Le cachet, alors, le cachet. Premier point, ça ne concerne que les artistes du spectacle. C'est un terme qui date du XVIIIe siècle et qui est donc usité depuis ce temps pour illustrer la rémunération des artistes. Donc, premier point, ça ne concerne pas les techniciens, ça ne concerne que les artistes. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un synonyme du mot salaire. Et la particularité, c'est que c'est un forfait. Quand on verse un cachet à un artiste, on verse une rémunération, on verse un salaire pour la prestation qu'il va faire, que ce soit une représentation, que ce soit une journée de tournage, que ce soit une session d'enregistrement dans les maisons de disques, par exemple. C'est donc un forfait qui est déconnecté du temps de travail. On n'a pas, le code du travail n'associe pas un nombre d'heures au cachet. Vous nous entendez bien? Peut-être des questions sur le micro? Ah oui, on peut faire un petit test, une vérification et une confirmation du son. Alors, que nous disent les personnes sur le chat? Oui, sans doute, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est bon pour le son? Je regarde. C'est bon? Ok, parfait. Okay. Parfait, merci pour le cachet. Aussi, un point important sur lequel il faudrait peut-être parler, le PAF, du coup, est-ce que c'est comme pour les permanents, quoi? Alors, donc vous vous souvenez, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, enfin plus exactement, le prélèvement à la source d'un acompte de l'impôt sur le revenu, donc c'est une disposition qui date d'il y a quelques années, et les règles sont les mêmes que pour les salariés permanents, avec la particularité que très souvent, évidemment, les artistes et les techniciens qui sont embauchés ne sont pas systématiquement embauchés chaque mois. Et donc, lors de la première embauche, eh bien, vous, en tant qu'employeur, vous ne connaissez pas forcément le taux à intégrer dans le logiciel de paye pour calculer le prélèvement à la source. Et donc, dans ce cas-là, ce sont les règles qui sont prévues pour les personnes à la fois qui sont embauchées la première fois, mais il y a aussi des règles par rapport au contrat court qui font qu'il y a potentiellement un abattement sur l'assiette de calcul et dès lors que le taux n'est pas connu, il y a l'application d'un taux issu d'un barème. Ce sont les règles de droit commun pour les premières embauches et les contrats courts. Il n'y a pas de particularité propre aux artistes et aux techniciens concernant le calcul du prélèvement à la source. Voilà, sur la rémunération. On avance avec un petit tour d'horizon sur les cotisations sociales qui sont dues sur les rémunérations versées aux artistes. Alors, rien d'exceptionnel. Bien sûr, on a des cotisations qui sont dues au titre de la sécurité sociale et des allocations familiales, cotisations qui sont recouvrées, on s'en doute bien, par l'URSSAF, normal, comme pour tous les salariés. En ce qui concerne l'assurance chômage, je vous l'ai dit au début, les artistes et les techniciens relèvent d'un régime d'assurance chômage particulier. Il y a des taux de cotisation particuliers pour l'assurance chômage pour les intermittents. Et de ce fait, ce n'est pas l'URSSAF qui recouvre les cotisations d'assurance chômage des intermittents, ça reste recouvré par France Travail Service, d'où les matriculations particulières dont on a parlé tout à l'heure. En ce qui concerne le suivi de la santé au travail, géré par l'organisme qui s'appelle Tali Santé, comment se passe le financement? Le financement se passe par une cotisation qui est calculée sur le bulletin de salaire et donc qui va en finale à Tali Santé.
L'AFDAS, qui est l'organisme qui est en charge d'accompagner les artistes sur toutes les questions de financement de la formation professionnelle. L'AFDAS n'est pas en charge de financer toutes les formations, mais en revanche, l'AFDAS est capable d'accompagner les artistes sur toutes ces questions-là. Et donc, il y a aussi une cotisation dédiée, spécifique, qui est recouvrée par l'AFDAS au titre de la formation professionnelle. En ce qui concerne la retraite complémentaire, la prévoyance complémentaire et les congés spectacles, alors là, c'est Audience qui s'occupe de recouvrer ces cotisations et d'assurer, bien sûr, le versement des prestations. Donc là aussi, immatriculation nécessaire pour ces 3 institutions auprès d'Audience. Et enfin, AG Pro Service, qui est une entité d'Audience, qui s'occupe de recouvrer certaines cotisations conventionnelles, donc qui dépendent de la convention collective que vous appliquez. Il y a un recouvrement particulier pour certaines de ces cotisations. Voilà le tour d'horizon des cotisations sociales et surtout des organismes en charge de leur recouvrement. On termine avec quelques particularités en paye. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste visuellement que vous ayez en tête ces particularités. Regardez, on les passe en revue. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont particulières. Premier point, la déduction forfaitaire spécifique, communément appelée abattement pour frais professionnels. C'est la possibilité qu'ont les employeurs, pour certains emplois, notamment certains emplois d'artistes, de calculer les cotisations sociales, certaines cotisations sociales, non pas sur le salaire brut, mais sur le salaire brut abattu d'un certain taux. 2 points là-dessus. Premier point, pour appliquer l'abattement pour frais professionnels sur le calcul de certaines cotisations sociales, l'employeur doit avoir l'autorisation expresse de l'artiste. Et deuxième point, pourquoi ? Eh bien parce que mécaniquement, comme les cotisations vont être minorées, de par le fait qu'elles ne sont pas calculées sur le brut, mais sur un brut minoré, un but abattu, eh bien il y aura moins de droits sociaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'autorisation du salarié concerné est nécessaire. Deuxième point. Alors, vous allez me dire, ça c'est géré par le logiciel de paye et vous aurez raison. Mais sachez que les taux des cotisations URSSAF sont réduits pour les artistes du spectacle. Ce ne sont pas les taux de droit commun, ils sont plus bas de 30%. Troisième point, on l'a évoqué, les artistes du spectacle sont payés au cachet, à la prestation. Donc, il n'y a pas de nombre d'heures sur le bulletin de salaire. Quatrième point, il y a en paye des taux et un calcul de plafond particulier pour les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaire. Cinquième point, de par le régime d'assurance chômage spécifique, eh bien, il y a des cotisations particulières au titre de l'assurance chômage. Ce ne sont pas les mêmes cotisations que pour les salariés permanents. D'où le calcul particulier. Sixième point, on l'a rapidement évoqué, les congés payés des intermittents ne leur sont pas versés par leurs employeurs par le biais d'une indemnité compensatrice de congés payés, mais transitent par une caisse de congés payés qui les verse une fois par an aux artistes et aux techniciens. De ce fait, il y a une cotisation sur chaque bulletin de salaire. Septième point, le suivi de la santé au travail par Tali Santé qui nécessite une petite cotisation sur le bulletin de salaire. Huitième point, des cotisations conventionnelles. Selon la convention collective dont vous relevez, eh bien, il peut y avoir des cotisations spécifiques. Par exemple, dans le spectacle vivant, on a des cotisations pour le financement du paritarisme et une cotisation qui alimente l'équivalent d'un CSE. Et dernier point, il y a là aussi une cotisation particulière pour la formation professionnelle, donc recouvrée par l'AFDAS. Voilà le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire sur les particularités en paye. Et du coup, merci pour toutes les informations. Est-ce que tu ne ferais pas un résumé un peu de tous ces éléments-là ? Alors, pas facile de faire le résumé, mais essayons. Premier point, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 2 catégories d'employeurs, les professionnels du spectacle et les autres. Les professionnels du spectacle ne peuvent pas utiliser le GUSO, qui est dédié donc aux non-professionnels, particuliers employeurs ou entreprises hors secteur du spectacle. Donc, dès lors qu'on ne peut pas utiliser le GUSO, ça veut dire que
il faut qu'on gère tout le process social par soi-même. Et là, eh bien, deux options. Soit vous avez les compétences en interne et le logiciel de paye qui va bien, c'est-à-dire un logiciel de paye qui est spécifique, spécialisé dans la paye d'intermittent. Dans ce cas-là, tout va bien. Mais vous pouvez aussi faire appel à un prestataire de paye. Tu en connais? InMotion, peut-être. Par exemple. Vaguement entendu parler. Et donc, de ce fait, soit la personne spécialisée chez vous, soit le prestataire de paye spécialisé, eh bien, maîtrisera tout ce que l'on vient de voir et donc assurera la réalisation de paye correcte. Et puis, pour terminer complètement, voilà, schématiquement, on vous a fait une petite ligne du temps avec les étapes concernant le process de paye des intermittents du spectacle, depuis le recrutement jusqu'aux déclarations sociales. Voilà, donc rapidement, on s'occupe du recrutement d'une personne, évidemment, on choisit la personne, bon, on fait un certain nombre de vérifications, son identité, son numéro de sécu, il faut avoir son RIB, ce genre de choses, et bien sûr l'avis d'aptitude auprès de Thalys Santé, et on n'oublie pas de demander un numéro d'objet à France Travail Service. Deuxième point, on va rédiger le CDDU. On n'oubliera pas que, comme tout CDD, il faut le remettre dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Et on fera évidemment une déclaration préalable à l'embauche, comme pour tout nouveau salarié. Troisième étape, eh bien, la personne travaille. Et il y a ensuite, au moins tous les mois, la rédaction d'un bulletin de paye, qui génère évidemment le paiement du salaire net. Et en fin de contrat, et la plupart du temps en fin de mois, la remise du bulletin de paye, la remise de l'attestation France Travail spécifique, qui s'appelle attestation employeur mensuelle, et la remise du certificat d'emploi pour les congés spectacles. Et la dernière étape étant, tous les mois, le 5 ou le 15 du mois en deadline, les déclarations sociales, et principalement la déclaration sociale nominative, qui génère le paiement des cotisations sociales. Voilà, Hugo, le petit tour d'horizon que l'on pouvait faire. Écoute, merci infiniment, Pascal. Si tu as clôturé sur ces éléments-là, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Hop, on va juste ouvrir, nous, le chat pour voir ce qu'il en est. Alors, on va reprendre du début. Donc, le chat, on regarde vos questions. Le chat, le son. Donc là, je vois une première question ici. Alors, on y va. Donc, pour la production d'un livre audio, peut-on embaucher un intermittent du spectacle? Alors, j'imagine que pour cette production, vous avez besoin d'une voix et donc, effectivement, donc d'un comédien. Et donc, oui, il est tout à fait possible d'embaucher un artiste du spectacle pour faire cet enregistrement. C'est possible si vous-même, vous avez évidemment une activité de production a priori audiovisuelle. On imagine, donc vous relevez de la convention collective 2642, là aussi, la convention collective de la production audiovisuelle. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Alors, je vois une deuxième question juste ici, Pascal. Hop. Je te laisse en prendre connaissance. Alors ça, c'est un sujet un petit peu technique. Je lis la question. Lorsque l'on dépend d'une convention, par exemple production audiovisuelle, mais que l'on a l'opportunité de faire des projets autres, qui peuvent être dans la production cinéma ou les films d'animation, comment passe-t-on de l'une à l'autre et sous quelle convention collective déclarer les intermittents? Alors cette question est intéressante parce que ça met en avant une particularité qui existe dans nos secteurs, qui est l'application de clauses de réciprocité entre certaines conventions collectives. Il se trouve que, alors je pense que la personne qui pose la question a sans doute un peu la réponse, il se trouve qu'en effet, entre la convention collective de la production audiovisuelle et la convention collective de la production cinématographique, mais aussi la convention collective des films d'animation, il y a des clauses de réciprocité entre ces 3 conventions collectives. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'une entreprise qui a pour activité la production audiovisuelle, typiquement des films à destination du web, par exemple, qui a l'opportunité de faire un long métrage ou un court métrage, mais à destination du cinéma,
Eh bien, dans ce cas-là, les intermittents, artistes et techniciens qu'elle embaucherait, pour uniquement cette production spécifique, eh bien, pour cette production, les artistes et les techniciens qu'elle embaucherait, elle pourra appliquer la convention collective de la production cinéma. Pourquoi? Parce qu'il existe une clause de réciprocité entre ces deux conventions collectives. Donc, c'est très ponctuel et c'est très circonscrit. Là, on a une question. Ah oui, Joël nous dit, concernant la vérification de l'aptitude, la fameuse visite d'information et de prévention faite par Thalys Santé, Joël nous dit qu'il n'est pas facile de vérifier si le salarié a fait la démarche. Quelle est la responsabilité de l'employeur si le salarié n'a pas fait sa visite? Alors, il faut reprendre les choses dans l'ordre. On ne peut pas embaucher quelqu'un qui n'a pas fait sa visite. Premier point, c'est la logique. Les choses se sont un peu assouplies depuis quelques années, dans le sens où la visite médicale, elle doit être faite au moins dans les jours qui suivent l'embauche. Bien, ça ou les mois qui suivent l'embauche. Enfin, il y a un délai, mais ça c'est pour les permanents. Pour les intermittents, encore une fois, normalement ils ont dû faire leur visite et ils doivent la faire régulièrement de manière à ce qu'ils puissent avoir le justificatif à chaque fois qu'ils sont embauchés par telle ou telle production. Si l'intermittent n'a pas fait sa visite, dans ce cas-là, vous devez contacter Thalys Santé pour lui prendre rendez-vous. Et le fait que vous ayez fait cette démarche, eh bien, va vous couvrir. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement. Donc, n'hésitez pas à contacter Thalys Santé pour évoquer votre situation de manière à ce que vous puissiez être couvert dans ce cas-là, et aussi de rappeler à l'intermittent qu'il doit faire sa visite. Je pense que dans certaines grosses institutions, ils sont assez stricts là-dessus, et les intermittents qui sont embauchés par les grosses institutions, eh bien, sont au courant de l'importance de cette visite. Là, j'ai une question, je pense, qui est très intéressante, qui doit concerner pas mal d'employeurs. Ok, je lis la question. Un CDDU, donc un contrat de travail d'une durée déterminée dit d'usage, peut-il contenir à la fois une rémunération horaire et une rémunération au cachet? Alors, déjà, si on parle d'une rémunération au cachet, ça veut dire que ça ne concerne qu'un artiste du spectacle. Donc, on va prendre cette option-là. Donc, je reformule. Un CDDU d'un artiste du spectacle peut-il contenir à la fois une rémunération horaire et une rémunération au cachet? Il faut revenir aux règles. Les règles sont fixées par la convention collective. Donc, il faut aller voir la convention collective que vous appliquez, celle dont vous relevez au regard de votre activité principale, et voir ce qu'elle dit concernant la rémunération des artistes. Peut-être que cette convention collective dit que dans certains cas de figure, il y a une rémunération horaire qui est faite. À vrai dire, c'est très rare. Normalement, la règle qu'on peut retenir, c'est que les artistes sont payés au cachet, que ce soit pour les représentations, pour une journée de tournage, et aussi, dans la plupart des cas, pour des temps de répétition. Je dis bien dans la plupart des cas, il y a des situations particulières, notamment dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, où la convention n'indique pas expressément, pour certains emplois d'artistes, une rémunération au cachet pour les répétitions. Donc, en deux mots, la réponse c'est « Que dit votre convention collective ?» Parfait. Peut-être celle-ci. Véronique nous dit « Pouvez-vous revenir sur le cachet pour les réalisateurs ?» Oui, on peut revenir là-dessus. Les réalisateurs font partie des emplois considérés comme étant artistes du spectacle. C'est expressément indiqué dans le Code du travail. De ce fait, lorsqu'ils sont en tournage, ils sont sur un plateau ou en extérieur, ils sont en tournage, à ce moment-là, ils travaillent avec les artistes, à ce moment-là, ils sont artistes du spectacle, et donc, ils vont percevoir un cachet au regard de la journée de tournage, au regard voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas Véronique, ce que vous aviez en tête derrière cette question. Je me permets d'avancer un petit peu en disant que, le réalisateur, il y a deux facettes. Il y a son travail, lors des tournages, où il est un salarié, où il est artiste du spectacle, où il perçoit un cachet. Et évidemment, il y a tout ce travail qu'il a effectué en amont
le travail de la conception du film, de sa réalisation. Et sur cet aspect-là, en fonction de ce qui a été négocié avec la production, il pourra évidemment percevoir une rémunération en tant qu'auteur. Mais c'est une autre histoire. Là, je vois une question de Joël, et c'est peut-être plus pour moi du coup. Est-ce qu'on bloque le contrat si un employeur, etc. Donc, si c'est lié à Moving Motion, très simplement, si paiement effectivement inférieur au SMIC, il y a blocage du contrat, mais si c'est en dessous ou au-dessus du minimum, ça, c'est pas quelque chose qui sera bloquant. C'est vraiment le SMIC en tant que base. Pour répondre à la question de Joël. Là, une nouvelle question juste ici. Alors, je lis. Quelles sont les limites légales pour un cachet si le forfait convenu pour une prestation dépasse largement un nombre d'heures raisonnable, l'artiste peut-il faire valider un deuxième cachet? Alors, première question. Quelles sont les limites légales pour un cachet? Il n'y en a pas. Le terme de cachet n'existe pas dans le Code du travail, donc déjà, d'un point de vue légal, on regarde la loi, on ne trouvera rien là-dessus. Ensuite, la question qui est posée, c'est si le forfait convenu, genre 100 euros, 1000 euros, bref, le forfait, pour une prestation dépasse largement un nombre d'heures raisonnable, l'artiste peut-il faire valoir un deuxième cachet? La réponse est non. Ça ne va pas marcher comme ça. Déjà, c'est que dit la convention collective? Je suis désolé, je redis toujours la même chose. Mais en fait, c'est vraiment dans la convention collective que l'on va avoir les réponses. La convention collective, pour les artistes, hein, c'est ce dont on parle, fixe le montant du cachet pour telle ou telle prestation. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut suivre. D'accord? Donc, quand vous dites, Esther, une prestation dépasse largement un nombre d'heures raisonnable, on ne voit pas ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Dans tous les cas, il n'y aura pas de deuxième cachet. Le cachet est lié à la prestation. Il y a une prestation ou il y a deux prestations. S'il y a deux prestations, il y a deux cachets. S'il y a trois prestations, il y a trois cachets. Mais déjà, ce sera un cachet par prestation. Après, peut-être que le fond de la question, c'est que l'on considérerait que le montant du cachet n'est pas en phase avec le temps passé dans la prestation. Mais ça, du coup, ça peut être négocié contractuellement. Alors, peut-être, je regarde. Ah, peut-être la question de Leslie, non? Alors, laquelle? C'est celle-ci. Ouais. Alors, je pose la question de Leslie. Si le salarié est d'accord, quel est le risque à payer en dessous du montant minimal? Par exemple, payer à un monteur 200 euros alors que le minimum conventionnel est de 250 euros. C'est un exemple. Quel est le risque? Bonne question. Premier risque, le salarié n'est plus d'accord. Il vous a dit d'accord, puis après il n'est plus d'accord. Donc prud'homme, je veux dire, ça serait c'est la démarche à faire pour si tout d'un coup on n'arrive pas à s'entendre entre employeur et salarié, le tribunal compétent c'est le conseil des prud'hommes. Ok. Donc ça c'est le salarié n'est plus d'accord. Il était d'accord mais il n'est plus d'accord. Ok. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce que l'URSSAF peut lors d'un contrôle s'apercevoir qu'en fait ce monteur qui a été payé 200 euros brut pour son travail aurait dû être payé 250? La réponse est non. L'URSSAF n'est pas en charge de vérifier si les minima de salaire, les minima conventionnels ont été respectés. Ce n'est pas de sa compétence. Est-ce que France Travail peut vérifier ça? Non plus. Ce n'est pas de leur compétence. Qui peut vérifier ça? Eh bien, ça serait l'inspection du travail qui pourrait venir spontanément dans l'entreprise, faire une vérification, qui pourrait venir, pas tout à fait spontanément, mais suite à une dénonciation. Voilà ce qui pourrait se passer. Donc, c'est l'inspection du travail ou les prud'hommes. Voilà les deux situations. Peut-être une ou deux dernières questions. Ouais. Alors, là, par exemple, une question sur les congés, peut-être. Marie-Lou nous demande, un salarié peut-il faire une demande de congé payé durant son contrat,
comment est-ce que ça fonctionne? Doit-il adresser sa demande directement au congé spectacle? Alors, le fonctionnement des congés payés pour les intermittents du spectacle, le fonctionnement des congés payés, c'est que à chaque embauche d'intermittent, à chaque bulletin de salaire, il y a une cotisation qui intègre les congés payés, enfin le montant des congés payés pour le salaire versé. Cette cotisation est versée à la caisse des congés spectacles. C'est comme ça que ça fonctionne tout au long de l'année. La période congé spectacle, c'est les règles de droit commun, donc du 1er avril au 31 mars, pour ce qui est des congés spectacles. Et donc, ça veut dire que à partir du 1er avril de chaque année, suivez bien, à partir du 1er avril de chaque année, les intermittents peuvent se connecter sur leur espace congé spectacle et demander le paiement de leur congé. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Les congés spectacles vont regarder quels sont les salaires qui ont été perçus par l'intermittent sur la période précédente, donc le 1er avril de l'année d'avant jusqu'au 31 mars de cette année. Je dis n'importe quoi, l'intermittent a touché 10 000 euros en cumulé de tous ses salaires sur cette période-là. Eh bien, la caisse des congés spectacles versera une indemnité congé égale à 1 000 euros, c'est-à-dire 10% de 10 000. Voilà comment ça fonctionne. Généralement, ça fonctionne, les intermittents font leur demande une fois par an. Voilà comment ça fonctionne, Marie-Lou. Question très simple, juste en dessous. Pauline nous dit, est-ce qu'une association dont l'activité serait dans le cinéma ou l'audiovisuel peut employer les intermittents? La réponse est oui. Une association, c'est une entreprise, tout comme une société. Ça veut dire qu'au regard du droit du travail, les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes, peu importe que la forme juridique. Voilà, je cherchais pas. Peu importe la forme juridique, une association peut être employeur sans aucun problème. Alors, peut-être celle-là, effectivement, qui peut être intéressante. Esther nous dit, confirmez-vous qu'une AEM protège l'employeur et l'intermittent si le contrat n'est pas signé dans les 2 jours suivant l'embauche? Non, Esther, je ne confirme pas ça. Je vois pas le rapport. La question du CDD qui doit être remis dans les 2 jours suivant l'embauche. C'est la loi qui dit ça, et c'est la loi qui dit ça depuis longtemps. Bon. Pour autant, si le CDD n'est pas remis dans les 2 jours qui suivent l'embauche, et si l'employeur est de bonne foi, l'employeur a eu un problème technique, un problème matériel, que sais-je, et si le contrat est remis dans les 4 jours qui suivent, dès lors que le salaire est correctement versé, dès lors que les cotisations sont correctement déclarées, ce n'est pas une cause. Ça ne suffira pas pour par exemple, demander une requalification en CDI. Donc, c'est pas dès lors que l'employeur est de bonne foi et que tout est fait correctement, le fait que le contrat soit remis 3 jours après l'embauche plutôt que 2 jours, ça ne va pas remettre en cause la licéité du CDD. Question suivante. Par rapport à Tali-Santé, est-ce que tu en as parlé tout à l'heure? Peut-être un mot complément? Alors, faut-il que l'employeur s'inscrive à Tali-Santé, j'imagine, pour pouvoir verser la cotisation sociale, ou bien ça se fait automatiquement? L'employeur n'a rien à faire parce que la cotisation de Tali-Santé, depuis le mois de janvier, doit être déclarée en DSN. Voilà. Donc, les cotisations sont versées automatiquement à Tali-Santé. Ça transite par audience, mais ça, c'est juste le côté opérateur, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'immatriculation particulière et, dans tous les cas, pas d'immatriculation préalable. Petite question juste ici. Alors, Eulalie nous dit, vous avez parlé de cachet uniquement pour les artistes. Existe-t-il la même notion pour les techniciens type monteur? La réponse est non. Le cachet ne concerne que les artistes du spectacle. Pour ce qui est des techniciens, monteurs ou autres, c'est les règles de droit commun. Ils sont payés à la journée en fonction d'un certain nombre d'heures. Et il peut y avoir un minimum d'heures. Les conventions collectives peuvent prévoir des minimums d'heures pour une journée de travail. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de cachet ou il n'y a pas de notion de forfait pour les techniciens. Une question assez importante, je pense, par rapport au fait de s'embaucher soi-même.
Lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est Lina qui nous dit. Ouais. Lino, pardon. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on ne peut pas s'embaucher en intermittent. Comment faire alors? Alors, le chef d'entreprise, donc c'est la personne qui a, alors j'imagine la personne qui a créé l'entreprise, qui est à la tête de l'entreprise. Donc c'est le président d'une SAS, le gérant majoritaire d'une SARL, par exemple, hein, ou bien un entrepreneur individuel. Bon, non, en effet, on ne peut pas s'embaucher en tant qu'intermittent parce que le principe, c'est qu'on ne peut pas s'embaucher, en fait. Quand on embauche quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une subordination juridique. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un qui donne les ordres, qui fixe les directives et tout ça. Donc on ne peut pas s'embaucher. Non, le dirigeant d'entreprise, il perçoit une rémunération qui dépend du type de structure juridique. Par exemple, si on est dans une SAS ou bien une société anonyme, ou bien quand on est, gérant égalitaire ou minoritaire dans une SARL, on est assimilé salarié et donc on perçoit une rémunération pour nos activités en tant que chef d'entreprise, une rémunération qui a la nature de salaire. Et à contrario, si l'on est entrepreneur individuel ou gérant majoritaire de SARL, on perçoit une rémunération en tant que travailleur non salarié. Voilà, donc on ne peut pas s'embaucher en tant qu'intermittent, sauf à démontrer, encore une fois, l'existence d'un lien de subordination, du coup, avec quelqu'un d'autre, voilà, et l'existence de tâches distinctes de ses activités de dirigeant. Alors, peut-être, bon, on se laisse 2 minutes à 50, ça te va encore une fois? Allez, on peut continuer un peu. Allez. Alors, on va voir s'il y a un petit peu les questions qui reviennent. Là, je vois, c'est celle-là que tu avais. Pas mal. Une question qui nous est posée là il y a 6 minutes. Les droits voisins qui sont versés aux artistes sont-ils toujours intégrés au salaire brut? Question technique un peu. Alors, les droits voisins, donc vous savez, ce sont les droits qui sont associés à l'artiste interprète. On reste là-dessus, on ne parle pas des producteurs ou des diffuseurs, on reste là sur les artistes. Donc, les droits voisins, c'est les droits qui sont associés aux artistes interprètes au regard de l'exploitation qui peut être faite de l'interprétation d'un artiste. Bien. Ces droits voisins, dès lors qu'il y a une rémunération qui est associée, peuvent avoir soit la nature de salaire, soit la nature de redevance. Tout dépend des modalités dans lesquelles cette rémunération, au titre des droits voisins, est versée. C'est-à-dire, il y a 3 conditions. Est-ce que la présence physique de l'artiste est requise? Est-ce que la rémunération est fonction ou non du salaire initial? Et est-ce qu'elle est fonction d'un élément variable? Voilà, donc ça dépend. Voilà. La réponse à la question, c'est non, ça n'a pas toujours la nature de salaire. Ça peut avoir la nature de redevance avec du coup des cotisations sociales différentes. Je propose pour terminer la question d'Olivier. Ouais. Pour les techniciens, on est sur une rémunération horaire. Néanmoins, il est compliqué de connaître en amont les horaires exacts sur une prestation d'événementiel. Comment ça se passe si le forfait horaire dépasse le nombre d'heures prévues? Peut-être si on fait un contrat, par exemple, de 10 heures sur un technicien, et en fait, en fin de compte, il va travailler, je ne sais pas, 13 heures, par exemple. Je pense. OK. Alors, indépendamment du nombre d'heures que tu as évoqué, a priori, il y aura des heures supplémentaires qui seront donc payées à un taux majoré. Mais en effet, ce nombre d'heures dans la journée, il va quand même être limité. C'est-à-dire que si on prévoit d'entrée de jeu 10 heures, ça veut dire qu'il y a sans doute déjà des heures supplémentaires. Bon, il faudrait voir dans le détail, mais on ne va pas pouvoir monter jusqu'à 16 heures dans la journée. Ça ne va pas être possible, ça. Bon, donc voilà, premier élément de réponse. Des heures supplémentaires peuvent être du coup payées en supplément, comme son nom l'indique. Voilà, c'est la première piste que l'on peut évoquer. Écoute, merci beaucoup Pascal. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent pour ce webinaire. J'ai vu quelques questions également liées à Mobile Motion ou autre. Vous avez mes coordonnées juste devant, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, m'appeler ou à répondre, parce qu'on va vous envoyer le replay avec le support. Donc si jamais il y a des questions supplémentaires, des besoins d'informations sur Mobile Motion, etc., n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées et du coup,
répondrai avec plaisir à ces questions-là. Merci encore, Pascal. Merci, Hugo. Et puis, au prochain webinaire dans quelques semaines. On vous tient au courant sur le prochain sujet. Merci beaucoup. Bonne journée.